D'abord, bienvenue Emma, merci de nous faire le plaisir d'assister, de venir nous faire part de tes leçons. Emma, ça fait plusieurs années qu'on te connaît, tu me corriges hein, si je dis des bêtises, mais c'est comme ça que je te présente tout le temps. Alors, elle est hydrologue de formation, c'est une scientifique à la base qui a monté une organisation qui s'appelle Mayenne et qui est intervenue dans beaucoup de dossiers en France sur la gestion, la préparation et le rétablissement des inondations, ce qu'on appelle là-bas les papiers. C'est ça, Les plans d'action de la et en prévention. plus, c'est devenu une véritable vedette en France parce qu'elle est sur tous les plateaux de télévision sur les enjeux, de plus en plus les enjeux auxquels les Français, les Européens et finalement l'ensemble de la planète fait face avec des propositions, des constats et des propositions. Alors, Emma, 20 minutes. Avec grand plaisir. Merci, c'est une joie d'être parmi vous. Ce que je vous propose peut-être aujourd'hui, puisque le cœur de ce sujet, c'est finalement comment intégrer la question de l'intersectorialité pour répondre à ces défis de crise climatique. Je vous propose de prendre deux cas d'études. Le premier, qui est l'analyse et la compréhension du cycle de l'eau, et le second, qui sera beaucoup plus basé sur mon expérience en cellule de crise préfectorale, dans lequel je me suis investie durant 10 ans et j'ai couvert des événements. J'étais à la fois dans une posture de chercheur et à la fois dans une posture où je me retrouvais confrontée à une opérationnalité obligatoire nécessaire qui demandait une vision très transversale. Et je vous propose de partager un peu ce temps entre ces deux éléments. Le premier, qui est le cycle de l'eau, qui occupe une grande partie aujourd'hui de mes recherches et de mes réflexions, eh bien, a été principalement posé effectivement parce que je couvrais l'actualité climatique en France, notamment dans les médias. Il fallait rendre digeste cette information alors la France est un pays qui se réchauffe particulièrement très vite, est un pays tempéré qui n'a jamais manqué d'eau initialement et qui se réchauffe 20% plus rapidement que la moyenne planétaire. Et donc, on a vécu en France une bascule entre 2017 et 2022, une bascule assez violente qui fait qu'on est passé en 2017 de 10 mois sans précipitation à année après année des événements qui modifiaient totalement le cycle de l'eau jusqu'à arriver à un phénomène de bascule en 2022. On s'est retrouvé avec plus de 1300 collectivités territoriales en France qui ont été en rupture d'alimentation en eau potable. C'était vraiment un scénario de science-fiction en France, c'était quelque chose de absolument inimaginable parce qu'il a fallu faire face, affronter des scénarios qui étaient vraiment critiques. Et il n'y avait pas seulement des petites villes qui ont pu être touchées, on a été à un cheveu d'avoir des villes comme Nantes, qui sont d'assez grandes villes en France, qui ont failli se retrouver en rupture d'alimentation en eau potable parce que le débit de la Loire étant trop faible, ce que l'on appelle le bouchon vaseux, qui est le lien entre les eaux salées et les eaux douces, est remonté jusqu'à 100 mètres de la station de potabilisation et a failli contaminer la station et donc empêcher une population d'une ville comme la ville de Nantes de ne plus avoir d'eau potable. Et donc, en m'intéressant à la question du cycle de l'eau, j'essaye de comprendre la corrélation entre l'état des recherches scientifiques actuelles, la réalité concrète de nos actions territoriales, de la manière dont on va appréhender ces crises et surtout des questions d'adaptation. Et je vais vous donner déjà un petit élément pour vous expliquer à quel point sans compréhension et sans intersectorialité, sans une vision globale du scénario, eh bien, on passe à côté d'une véritable lecture des éléments. Et déjà, je reviens au cycle de l'eau parce que bien souvent, ce cycle de l'eau, on nous l'enseigne de manière très scolaire avec ses grandes étapes d'évaporation, de condensation, de précipitation, de ruissellement. Mais finalement, en décrivant un phénomène qui est extrêmement complexe, qui fait appel à de nombreux champs disciplinaires et qui sont parfois très peu reconnus. Et donc, en l'occurrence, ce cycle de l'eau, eh bien, pour pouvoir générer des précipitations, il y a besoin d'ensemencer un nuage. Et l'ensemencement d'un nuage, eh bien, on en a beaucoup entendu parler avec la crise de Dubaï, où cette question s'est posée,
si l'ensemencement artificiel des nuages avait été responsable des inondations sur place. Alors vraisemblablement non, tout simplement parce qu'on avait une atmosphère extrêmement chaude. On a eu un épisode cataclysmique sur place, mais ça a mis en évidence le fait qu'effectivement, dans de nombreux endroits de la planète, on joue à l'apprenti sorcier et donc on ensemence les nuages avec du iodure d'argent ou avec du chlorure de sodium et de magnésium. Et donc, en sortant de la dimension artificielle, si on revient juste à la dimension de la compréhension du cycle de l'eau, eh bien, en 1982, un chercheur a découvert que, parce que il faut une graine pour ensemencer un nuage, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on parle d'ensemencement, qui est un terme agricole habituellement utilisé, quand on met une semence d'une plante, d'une graine qui va devenir une plante, et bien de la même manière, on a une graine qui va générer de la pluie. Et donc, cette graine, on la retrouve bien sûr en grande partie dans nos océans, puisque c'est les sels que l'on va avoir dans nos océans, emportés par les alizés, qui vont permettre de générer les précipitations. 80% à peu près des précipitations naissent dans les océans et précipitent dans les océans, et seulement 20-21% arrivent sur nos continents. Et malgré tout, quand on regarde le bilan mondial, eh bien, on prend conscience que, en réalité, toutes les pluies à l'échelle mondiale, sur l'ensemble, le trois quarts, eh bien, viennent des continents. Alors, comment est-ce possible que seulement 20% des pluies qui rentrent sur les continents permettent un tel recyclage continental au point de régénérer le 2 tiers des pluies dans le monde? Eh bien, un chercheur donc s'est rendu compte en 1982 qu'une bactérie était responsable de la précipitation. Cette bactérie, elle s'appelle Pseudomonas syringae et c'est une bactérie qui a une protéine spéciale qui va permettre de favoriser la formation de glace et donc d'attirer les microgouttelettes d'eau jusqu'à générer la pluie. Cette bactérie, on la retrouve principalement sur les végétaux, sur les arbres. Et donc, plus vous allez avoir un couvert végétal important, plus vous allez permettre le recyclage continental de ces eaux de pluie. Et commencer à comprendre ça, c'est commencer à comprendre que, eh bien, une des solutions pour retrouver des précipitations dans des phases de sécheresse, c'est d'abord le fait de pouvoir préserver et conserver nos couverts végétaux ou bien nos forêts. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au moment où on se parle, dans le sud de l'Espagne, eh bien, on a une autre forme de lecture. Et là, on passe de manière très brutale d'une réflexion et d'un état de connaissance de ces cycles de l'eau à quelque chose d'absolument concret qui correspondent à des décisions territoriales. Et parmi ces décisions, eh bien, il a été décidé de couper massivement des arbres parce que, vous comprenez, un arbre, eh bien, pompe à peu près 1000 litres d'eau par jour et transpire. Et donc, quelque part, il venait en concurrence avec l'activité humaine agricole dans le sud de l'Espagne. Et donc, c'est assez intéressant à comprendre parce que cette réflexion, elle commence à se poser en France, dans des zones où on a des massifs forestiers importants et où si on regarde uniquement une facette de l'approche du cycle de l'eau, en essayant de regarder effectivement qui sont les consommateurs d'eau, eh bien, l'arbre peut être un très grand consommateur d'eau. Mais par contre, effectivement, c'est le meilleur des climatiseurs naturels, donc pour lutter contre les phases caniculaires, mais c'est aussi un pourvoyeur de pluie, puisque ces pluies sont générées non seulement par son effet de transpiration et le fait qu'il relâche de la vapeur d'eau, mais également par les émissions de ces bactéries, qui sont ces bactéries, en fait, dont je vous parlais, sont rémanentes sur les feuillages et donc finissent par être emportées par le vent et sont à l'origine des précipitations. Si je vous donne ce petit exemple, c'est pour vous dire à quel point, si on regarde la question du cycle de l'eau, c'est une question éminemment à la fois hydrologique, mais bien entendu hydrogéologique, et souvent les milieux, en tous les cas en France, de l'hydrologie et de l'hydrologie se parlent très peu. Ils sont peu perméables et travaillent souvent en silo. C'est aussi le monde de la météorologie, bien entendu, mais là, on voit à quel point on rentre dans une autre dimension, puisque si on parle de bactéries pour générer des pluies, ça signifie que le cycle de l'eau est un cycle vivant, un peu à l'image quelque part de nos 100 trillions de bactéries que l'on a dans nos corps, alors que nous n'avons que 37 trillions de cellules humaines, donc 37 000 milliards de cellules humaines et finalement 3 fois plus de bactéries. Donc, commencer à comprendre ça, c'est commencer à comprendre finalement que l'amorce d'une solution
ne peut s'appréhender que dans une vision très intersectorielle, interdisciplinaire. Et c'est vrai que les sciences telles qu'elles sont aujourd'hui souvent enseignées n'approchent pas cette vision systémique du système. Je vais vous donner cet exemple-là, mais sur la question de la ressource en eau et du cycle de l'eau, eh bien, ce que l'on commence à voir dans ces crises et ces tensions actuelles, notamment ce que je peux voir en France, eh bien, c'est la friction entre, d'une part, certains acteurs, notamment les acteurs français de l'énergie, qui vont avoir des postes de consommation très importants de l'eau, même s'ils prélèvent une grande partie de l'eau et qu'ils la restituent ensuite au milieu, mais avec quelques degrés supplémentaires, eh bien, on va avoir des moments critiques si on a une baisse de la ressource en eau. Et donc, on va confronter des acteurs, que ce soit les acteurs agricoles, que ce soit l'activité énergétique ou encore la consommation domestique. Et donc, commencer à comprendre l'ensemble de ces sujets relève plutôt des sciences sociales et relève plutôt de l'acceptabilité des risques. On est à l'heure des choix où il va falloir prioriser sur nos territoires, mais relève également de plus en plus d'une vision économique. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 15 ans, enseigner plutôt dans des écoles d'ingénieurs ou bien à l'université. Et aujourd'hui, j'enseigne en ce moment à l'ESSEC, à HEC et à Dauphine, qui sont plutôt des business schools ou en tous les cas des écoles qui étudient des modèles économiques. Et on se rend bien compte que si vous n'intégrez pas les constantes planétaires dans ces modèles économiques, vous passez complètement à côté d'une lecture du système. Et donc, quelque part, aujourd'hui, eh bien, il manque une approche qui nous permette d'analyser un problème et à partir de ce problème, d'avoir la vision globale et systémique qui nous permet d'entrevoir de manière entrelacée comment on va répondre à la question. Donc ça, c'est un premier élément dont je voulais vous faire part. Et puis un deuxième qui est plus mon expérience en cellule de crise préfectorale, où effectivement, vous avez là encore un certain nombre d'acteurs qui rentrent en jeu. Et ces acteurs, eh bien souvent, ont des niveaux de responsabilité qui vont être encore en silo, que ce soit d'ailleurs dans l'action de la gestion de crise ou que ce soit eh bien, dans la lecture et la compréhension des risques. Et donc, comprendre que, par exemple, et on en parlait tout à l'heure avec Philippe Gachon, mais avoir des territoires dont les nappes sont dans des états de saturation extrêmement élevés, eh bien, ça relève plutôt du champ de l'hydrogéologie. Et pour autant, eh bien, ça va avoir un impact direct sur la réponse des phénomènes hydrométéorologiques en temps réel, puisque eh bien, la réponse à la précipitation sur le sol eh bien, va être accélérée par un phénomène de saturation des sols qui va rendre épidermique, j'ai envie de dire, le territoire, qui va réagir très fortement. Et donc, commencer à comprendre que, eh bien, autant le couvert végétal que effectivement l'aménagement, l'urbanisation, la manière dont on a réorienté les axes préférentiels d'écoulement, eh bien, qui font plutôt appel à le domaine de la géographie, eh bien, on se rend compte que chacun a un bout, j'ai envie de dire, de la lorgnette et un bout de la réponse possible pour ensuite pouvoir transcrire ça en des réponses concrètes territoriales. Et donc, je me retrouve souvent face à ces éléments et l'approche que j'ai essayé d'avoir, d'abord, elle a été pluridisciplinaire, mais aujourd'hui, eh bien, elle est par le biais de l'analyse des datas, finalement un moyen d'entrée qui permet justement d'avoir une analyse plurielle, c'est-à-dire que les données, elles peuvent trouver des corrélations là où les champs disciplinaires ne les trouvaient pas initialement. Et donc, en ce moment, par exemple, je suis en train de travailler sur la vulnérabilité de certains secteurs touristiques au regard des enjeux des utilisateurs de l'eau localement, au regard de la fragilité de la ressource en eau et notamment des extrêmes climatiques. Et donc, en fait, quand vous rentrez dans le champ de la data, vous pouvez générer des algorithmes qui vont mélanger des champs disciplinaires qui n'étaient pas mélangeables jusque-là. Et donc, en réalité, eh bien voilà, quelque part,
si on veut réussir de manière tangible à proposer des données et quelque part à proposer des données des yeux pour voir l'état du changement climatique en cours, la manière dont les éléments peuvent s'accélérer, eh bien, il nous faut à ce moment-là une approche absolument plurielle. Et surtout, il nous faut sortir d'un cadre connu de variabilité naturelle climatique, puisque étant dans une tendance au réchauffement, quand vous avez une température qui s'accélère, la première chose qui va se modifier face à une température plus élevée va être réellement la modification et l'accélération du cycle de l'eau. Et donc, à chaque degré que vous gagnez dans l'atmosphère, vous gagnez 7 à 10% de précipitations supplémentaires. Mais comment intégrer ces données-là? Oui, j'entends que j'ai bientôt terminé. Une petite minute. J'ai toutes les données. Je te voyais te lever, j'ai très bien compris. Voilà, je voulais finir simplement sur le fait de vous dire, on est obligé aujourd'hui de revoir certaines croyances. Quelques chiffres en France pour vous montrer à quel point on va devoir s'adapter très vite et le monde de la recherche va devoir aussi s'adapter à ces questions. En France, sur ces 5 dernières années, 50% des biens qui ont été sinistrés dans des inondations l'ont été en dehors de zones inondables. Ça pose une réelle question. La question est le fait que vous avez un pouvoir précipitant beaucoup plus important dans une atmosphère plus chaude. Donc, vous allez avoir des axes d'écoulement préférentiels qui vont se retrouver directement dès que l'eau tombe sur le sol et la moindre rue se transforme en rivière. Donc, ça ne veut pas dire que les Français ont mal cartographié leur risque inondation. Ils le font plutôt bien depuis 20 ans. Ça signifie qu'on n'a pas cartographié le risque de ruissellement et que, eh bien, ce risque est nouveau, qu'il émerge de manière très violente et très forte. Et pour finir, et pour répondre dans les temps à Bernard, eh bien, simplement vous dire aussi que de la même manière, vous savez, en France, on a eu une sécheresse historique qui avait beaucoup marqué les populations, qui s'est déroulée en 1976. Elle nous avait marqué parce qu'à l'époque, eh bien, l'État avait imposé un impôt sécheresse aux habitants, qui avait coûté à l'époque la place du Premier ministre de l'époque, qui était Jacques Chirac, qui était devenu président de la République par la suite. Eh bien, on voit à quel point cet événement, qui d'ailleurs a été un peu la crise qui a fondé la réflexion sur le fait qu'il fallait préserver les ressources en eau, eh bien, cet événement s'est passé dans un temps où on a eu ce que l'on appelle une sécheresse froide. C'est-à-dire qu'on a eu une absence de pluie, mais nous n'avons pas eu d'anomalie thermique majeure. Alors que là, aujourd'hui, nous vivons des anomalies thermiques sans précédent, de l'ordre de l'inconnu. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de gens me demandent si on risque d'avoir des sécheresses cet été. C'est une vraie question parce qu'on a trop d'eau en France. On vient de vivre des rivières atmosphériques qui ont traversé la France depuis le mois de décembre jusqu'à aujourd'hui. Les sols sont saturés, les nappes sont totalement pleines, voire en excès. Et donc, eh bien, on peut se dire finalement, on est assez serein pour l'été à venir. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder l'année 2018 qui suivait l'année 2017 qui avait vécu 10 mois consécutifs sans une goutte de pluie quasiment en France. Eh bien, en 2018, on a eu des précipitations anormales et une inondation de la Seine majeure en janvier. Une inondation tellement importante que l'équivalent des précipitations sur le bassin parisien, donc sur Paris et l'ensemble en fait du bassin versant, ont été plus importantes que les inondations de 1910 à Paris. Alors je ne sais pas si vous avez en tête ces images des Parisiens qui se baladent dans les barques en noir et blanc, ça sillonne beaucoup les réseaux sociaux. Et pour vous dire à quel point on a eu des pluies bien plus importantes, on a eu des territoires totalement saturés en eau et un printemps très pluvieux. Et il a suffi de 3 semaines de canicule pour qu'on rebascule dans un état de sécheresse historique. Ça signifie également que les phénomènes se transformant, nous passons à des phénomènes de sécheresse éclair, de la même manière que nous voyons des crues éclairs se produire. Et ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Et donc, ça nous demande, pour ça, et je termine, promis Bernard, eh bien, ça nous demande une approche plurielle et intersectorielle qui nous permette d'appréhender au mieux la réalité pour pouvoir apporter des réponses qui soient fondées et adaptées aux enjeux territoriaux. Voilà, je termine là et je suis disponible pour vos questions. Bravo, Emma. Tu as respecté ton temps, puis on buvait tes paroles ici. Regardez la salle. Alors, oui, parfait, la caméra est ici, parce qu'on va
Euh, tu nous dis s'il y a des questions en ligne. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? C'est mon rêve dans la vie. Est-ce qu'il y a des questions ici? Oui, je vais vous demander comme hier de vous identifier. Bonjour. Ah, je pense que vous ne me voyez pas, mais est-ce que vous m'entendez? C'est pour ça que la caméra. Bonjour, moi c'est Ariane. Je suis étudiante à la maîtrise en travail social. Donc, j'ai une question qui est totalement en dehors de mes connaissances et de ma discipline. Vous avez dit, dans le fond, que le fait que la France vient de vivre des rivières atmosphériques, il y a eu beaucoup de pluie et donc que vous étiez plutôt serein pour l'été en termes de sécheresse de votre côté. Mais il me semble que j'avais compris dans les feux qu'on a en Colombie-Britannique que le fait qu'il y ait des inondations qui précèdent les feux, en fait, ça peut augmenter l'ampleur des feux parce que les forêts ont moins la capacité, ils perdent une certaine capacité de protection face aux feux. Donc, est-ce que... donc là, j'essaie de comprendre, vous êtes dans le fond serein par rapport qu'il n'y aura pas de sécheresse, mais ça peut aussi créer des feux. Je suis peut-être toute mélangée. J'aimerais juste Non, mieux alors en comprendre. fait, je me suis peut-être mal exprimée, mais ce que je voulais dire, c'était l'inverse. C'est-à-dire que quand on est dans une variabilité climatique naturelle où on ne peut plus s'appuyer sur des approches statistiques et qu'on est sur une tendance nouvelle entre 2000 et 2020, on a enfin 2024, on a une tendance très forte au réchauffement. Je prenais l'exemple de la France, mais on le retrouve partout, cet exemple-là. Eh bien, on ne peut plus s'appuyer justement sur le fait d'être serein et d'avoir des logiques que l'on pouvait avoir avant dans des cas de sécheresse froide, où ce que j'explique, c'est que l'année 2018, qui finalement est une des années récentes, qui ressemble et qui est très analogue à l'année que l'on vit, nous montre à quel point on peut avoir un état très saturé du territoire. Et avec les canicules qui arrivent, on va avoir des effets de sèche-cheveux qui vont générer des évaporations et évapotranspirations extrêmement violentes et donc refaire basculer dans des états de vulnérabilité, bien au contraire. Okay. Donc, en fait, ce que je voulais expliquer, c'est que les bascules sont très rapides et très violentes, alors que la pensée commune est plutôt de se dire qu'on est serein. Moi, je le suis beaucoup moins en ayant conscience finalement de ces possibilités de bascule. Il suffit que vous ayez un seul mois de sec pour que vous retrouviez un état historique de sécheresse pire que les années précédentes. Et ça, c'est quelque chose, il y a une littérature scientifique qui est en train de naître en ce moment sur des sécheresses éclairs que l'on voit à peu près partout dans le monde. Avant, il fallait 3 à 6 mois pour installer une sécheresse. Maintenant, il suffit de parfois 2 à 3 semaines. Merci pour la précision. Oui, Philippe. Merci, Emma. Je vais confirmer ce que tu viens de dire, c'est-à-dire je vais prendre l'exemple l'année dernière au nord du Québec. On vient d'ailleurs de terminer un article là-dessus sur le fait qu'il a suffi à peu près de 3 semaines avec des conditions particulièrement chaudes dans l'absence de précipitations pour générer un état de sécheresse qu'on n'avait jamais vu dans le nord de la forêt boréale depuis 200 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est mes collègues qui ont travaillé en dendroclimatologie justement pour reconstituer justement ces séquences sèches, en particulier comment les feux de forêt l'année dernière se sont caractérisés en termes de sécheresse dans la forêt boréale. Donc, tu as raison, au-delà d'un certain, on va dire, on a eu aussi des températures particulièrement chaudes, beaucoup plus chaudes d'ailleurs l'été dernier dans le nord du Québec, on l'avait dans le sud, où tout le monde s'est plaint d'ailleurs quand on avait de la précipitation, il n'arrêtait pas de précipiter, alors que dans le nord, c'était des sécheresses excessives. Je vais te poser une question sur, parce que ça, c'est un enjeu. On en a discuté d'ailleurs, Alexandro est ici pour la partie modélisation atmosphérique, puis le climat. Puis Julie Maud, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Où est-ce que vous en êtes rendu en France, justement, sur la cartographie des inondations hors, on va dire, débordement de cours d'eau? Ce que tu mentionnais tout à l'heure, relié évidemment au ruissellement, aux fortes précipitations, notamment en zone urbaine. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez démarré là-dessus? Peut-être un peu l'état de la situation, parce que c'est des choses dont on a discuté évidemment récemment à la suite des précipitations qu'on a eues aussi ici l'été dernier, par exemple. Oui, alors en fait, effectivement, c'était vraiment un impensé du territoire. On a eu plusieurs étapes en France dans la cartographie du risque inondation.
On a eu d'abord une cartographie qui s'appuie sur ce qu'on appelle sur les PPR, les plans de prévention des risques inondations, qui, eux, se fondaient sur des modélisations qui pouvaient être soit basées sur l'hydrogéomorphologie du territoire, soit sur des modélisations par casier, et donc qui ont un peu été les structures fondatrices qui ont permis de déterminer où étaient les lits majeurs et où il ne fallait plus construire. On avait oublié pendant 30 ans qu'il y avait des inondations en France, on avait construit massivement dans les lits des cours d'eau, et donc on s'est un peu réveillé avec les inondations de Nîmes et les inondations de Vaison-la-Romaine en 1992. Donc quelque part, ces nouvelles formes de cartographie, elles sont devenues réglementaires, elles empêchaient de construire. Et puis ensuite, on a une nouvelle étape qui était l'étape de la directive européenne qu'il a fallu transcrire en France. Et donc là, l'Europe ne s'intéressait pas à déterminer exactement où étaient les zones inondables, mais s'intéressait aux poches d'enjeux. Où est-ce qu'il fallait mettre l'argent sur la prévention? C'est-à-dire que des villes comme, toi tu es d'origine française, Vaison-la-Romaine, tu as dû connaître ça petit, eh bien, qui est un village, en fait, il n'y a pas assez d'enjeux pour être intégré dans un territoire à risque d'inondation au regard de ce que demande la Commission européenne. Donc, ça donnait certains non-sens sur des territoires qui étaient très exposés, mais qui n'avaient quelque part, et qui avaient vécu plus d'une cinquantaine de morts, hein, mais qui n'étaient pas assez exposés parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux économiques, sociaux et finalement structurels. Donc ça a été une deuxième grande partie qui a permis la cartographie qu'on appelle des territoires à risque d'inondation. Ce qui était nouveau, par contre, c'est que pour la première fois, on intégrait un autre niveau. On n'était plus sur 3 niveaux de risque. On avait la crue d'ordre millénal qui intégrait des conditions climatiques extrêmes. Et de la même manière, sur les bordures littorales, sur la submersion marine, on intégrait le fait d'avoir pour la première fois une intégration de la surélévation de la surcote de la mer à venir. Donc, c'était encore une autre étape. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il n'y a pas de cartographie existante du ruissellement. Pourquoi? Parce que ça cristallise énormément les débats. C'est très compliqué de déterminer les zones inondables parce que ça va avoir un impact sur le coût des biens. Et donc, en fait, il y a eu tellement d'enjeux territoriaux, d'élus qui ne voulaient pas qu'on cartographie dans tel endroit, qui essayaient de mettre la courbe à droite ou à gauche, mais le bureau d'études qui était pris finalement pour cartographier, lui n'avait pas le choix, appliquer ses méthodes. Enfin, il y a eu beaucoup de gros problèmes et de conflits à l'échelle des collectivités. Et donc, expliquer que ta rue devient une rue inondable, eh bien, quelque part, ça devient un problème. Donc, nous, chez Mayan, on a travaillé depuis 3 ans sur une cartographie du risque de ruissellement qu'on a intégré dans nos data. C'est aussi quelque chose que l'on intègre dans nos outils de gestion de crise, mais on l'intègre sans que ce soit réglementaire. C'est-à-dire que ça n'empêcherait pas demain un projet immobilier. Par contre, on va préconiser ce qu'on appelle un bâtard d'eau, donc une sorte de porte qui va empêcher à l'eau de pénétrer. On va conseiller ce qu'on appelle des clapets anti-retour, un ensemble de solutions qui évitent à l'eau de pénétrer. Et effectivement, on le voit de plus en plus, dans des zones qui ne sont pas du tout inondables, on a 30 à 40 cm d'eau qui passe dans la rue, qui ravage le territoire. Et alors, c'est lié aussi à d'autres phénomènes. Il n'y a pas que la question du changement climatique. Il y a aussi la question du fait que les enrobés des rues, en fait, sont reconstruites les unes sur les autres. On ne défait pas une route, hein, on les refait. Donc, en fait, on surélève à chaque fois. Et si on surélève par rapport à un habitat qui était surélevé, eh bien, à ce moment-là, si on a 30 ou 40 cm d'eau, on va avoir une zone qui va être touchée, qui va être beaucoup plus, l'emprise de l'eau va être beaucoup plus élevée et donc plus, finalement, va générer plus d'endommagement. Donc, c'est multifacteur. À ce jour, de ce que je sais, le CEREMA, qui est un organisme d'État français, a travaillé sur une méthodologie qui s'appelle Execo. Nous, on s'est appuyé sur ce modèle qui est un modèle qui génère des ruissellements. Et ensuite, on a la caisse de réassurance qui réassure à peu près 98% des assureurs de la place de Paris, qui a établi sa propre cartographie du risque de ruissellement. Donc, en fait, je crois qu'aujourd'hui, cette cartographie, elle se joue surtout à l'échelle des assureurs
et à l'échelle derrière de la manière dont on va codifier la tarification de l'exposition du bien. Mais elle n'est pas encore intégrée dans des logiques réglementaires. Voilà, j'ai essayé de répondre de manière globale à ta question. Merci. J'ai une question, mais si quelqu'un a une question à poser, allez-y. Oui. Je t'ai souvent entendu parler, ça fait beaucoup les manchettes, des arbitrages dans l'utilisation de l'eau, par exemple, par les agriculteurs, par les populations, par les industriels. Alors, pour nous remettre un peu dans le contexte aussi en communication de risque, communication de crise, comment est-ce que tu vois les perceptions, les discours, l'état du débat public sur ces enjeux-là? Alors, l'état du débat public en France, il est très, très complexe. Il est principalement lié à la crise des bassines, qui a été une crise fondatrice en France, qui est la première guerre de l'eau qui est en train d'apparaître dans un pays tempéré. Peut-être pour réexpliquer ce que sont ces bassines et que vous compreniez bien le contexte global, quand vous avez cette sécheresse en 1976, l'État a plutôt peur du fait qu'on comprenne à ce moment-là que si jamais on se retrouve avec un niveau dans nos masses d'eau qui est beaucoup trop bas, eh bien, il y a un enjeu pour la population. C'est-à-dire qu'il y a un risque de ne plus pouvoir apporter de l'eau aux habitants. Comme ce risque est trop important et que l'État régalien a plutôt envie de préserver les masses d'eau et de préserver l'ensemble des systèmes, eh bien, ils vont mettre en place une loi. Et cette réglementation fait que quand vous atteindrez des seuils critiques, ces seuils critiques qui ont été déterminés en fonction des niveaux piézométriques des nappes souterraines, eh bien, à ce moment-là, quand on atteint un seuil, on passe en phase de crise. Et si vous êtes en phase de crise, il y a l'interdiction totale d'irriguer si vous avez une agriculture localement. Vous avez uniquement le droit d'utiliser cette eau pour les pompiers, pour la salubrité publique, pour les hôpitaux et pour les habitants. Et donc, ça signifie qu'il va y avoir des restrictions très, très fortes sur cette eau. Au début des années 2000, il y avait peut-être 2% du territoire qui était concerné par ces restrictions, et encore, ça variait. À partir de 2017, 90% du territoire est en niveau de crise. Ça signifie que 90% du territoire n'a plus le droit d'irriguer. Et donc, cette interdiction est tellement violente pour la profession agricole qu'il cherche une solution de sortie. Et dans cette solution, quand on regarde les textes initiaux et quand on regarde la loi, il est écrit que si vous avez un lac ou si vous avez une retenue collinaire, donc c'est-à-dire une sorte de mini-barrage que vous avez créé avec de l'eau qui ruisselle, vous prenez une toute petite sous-surface de bassin versant et que vous conservez cette eau, eh bien cette eau pourra être utilisée en cas de besoin d'irrigation. En l'occurrence, il y a énormément de territoires qui sont très plats en France et qui n'ont pas de relief qui permettrait de recueillir des eaux de ruissellement. Donc, la logique est de se dire, bon, ben, on va récupérer de l'eau dans la nappe phréatique et puis finalement, on va la prendre quand elle est autorisée parce qu'on sait très bien chaque année qu'à partir du mois de mars-avril, on va commencer à nous interdire et c'est sûr qu'à partir de mai-juin, on n'aura plus du tout le droit d'irriguer. Or, il y a beaucoup d'irrigation de blé, de maïs, le maïs étant une plante tropicale qui a des racines qui sont de surface, qui ne sont pas profondes, qui ne peut pas aller chercher son eau très en profondeur, donc qui est obligé de recevoir de l'eau en surface. Et donc, eh bien, on se met à créer en France des énormes bassines. On met un fond en plastique. Ça correspond à peu près à 260 piscines olympiques. Je ne sais pas si vous utilisez les termes de piscine olympique chez vous, oui. Donc, pour donner un ordre d'idée. Et en fait, eh bien, le problème, c'est que vous retirez une eau qui était protégée dans les milieux naturels. Déjà, on va déconnecter la nappe de la rivière, d'où d'ailleurs la question d'intersectorialité qui est nécessaire parce que comprendre les fonctionnements des nappes, c'est comprendre aussi ce qui se passe en surface. Donc, on va se retrouver avec des assecs très violents de rivières où il n'y a absolument plus d'eau. Et puis surtout, on va se retrouver
avec le fait que cette eau qui est mise en surface, eh bien, elle va se détériorer, elle va s'évaporer, mais également, on va avoir des matières organiques qui vont arriver avec le vent, des développements algaires, des développements de cyanobactéries et des développements de salmonelle. Et donc, on arrive à une telle crise que certains agriculteurs qui ont créé ces énormes bassines financées à 70% par l'État, eh bien, on va être obligé d'envoyer des plongeurs pour décolmater les algues qui se sont collées parce que les systèmes de pompage ne fonctionnent plus, faute derrière et puis surtout, on a de l'eau qui a plus d'oxygène, qui ne fonctionne plus très bien. Donc, c'est pas génial pour les légumes crus à arroser avec des cyanobactéries, des salmonelles. Ça marche pas très bien pour nous. Donc, en fait, en soi, c'est une forme de maladaptation. Et puis, eh bien, peut-être à force, moi, de communiquer pour dire que c'est pas la meilleure des solutions, il existe beaucoup d'autres solutions qui respectent le cycle de l'eau et qui permettent au contraire la verticalité de l'eau. C'est-à-dire quand la moindre pluie qui tombe, laissez-la pénétrer dans les sols, faites le plus long chemin possible, plutôt que derrière aller prélever dans nos nappes. Parce que on sait aussi, il y a une référence scientifique récente, une très grosse étude, qui a mis en évidence la corrélation directe entre le niveau de la nappe phréatique et le fait que les sols soient fertiles. Donc, c'est-à-dire que quelque part, c'est un peu se tirer une balle dans le pied que de construire ces bassines. Et surtout, on priorise l'eau, c'est-à-dire qu'on va la prioriser pour les grands céréaliers. Et en fait, on va empêcher cette eau pour tous les petits maraîchers qui, eux, n'ont plus accès à leur pompe habituelle. Ils avaient des petits forages à quelques mètres. Leurs forages sont secs. Et donc, il n'y a rien qui marche dans ce système. Donc voilà, j'ai peut-être été un peu longue, mais c'est pour répondre à ta question. On est sur une crise majeure et la réponse du gouvernement, d'abord, a été de comprendre. Moi, je sais que j'ai formé personnellement beaucoup de personnes du gouvernement, les ambassadeurs, voilà, un ensemble de hauts fonctionnaires qui ont compris le non-sens de cette action. J'ai formé également des préfets ce sont eux qui prennent les décisions pour interdire justement l'irrigation. Eh bien, malgré tout, avec la pression des forces agricoles et du monde beaucoup plus haut, j'ai envie de dire, de l'agro-industrie, eh bien, il a été décidé le mois dernier que ça deviendrait une grande cause nationale. Et donc, ces bassines deviennent prioritaires partout. Donc, on est en train de vider tous les réservoirs avec le risque de subsidence, c'est-à-dire qu'on va avoir un affaissement des sols, ce que l'on retrouve à peu près partout quand on surpompe une nappe, avec le fait d'avoir des milieux qui sont aujourd'hui des eaux croupissantes et avec des risques nouveaux, comme par exemple le risque de développement du moustique tigre. Voilà, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible pour vous expliquer à quel point on prend des décisions, mais sans doute vraiment pas les bonnes. Merci, c'était un peu paniquant, mais juste une mini-question parce que là, nos invités sont... Communication, mais je vais recontacter Emma parce que je suis vraiment intéressé à l'effet de bascule entre les inondations puis les sécheresses. Puis qu'est-ce que j'observe? Moi, je suis un météorologiste et puis trop de masse. trop de masse avec Environnement et Changement climatique Canada. Et puis, une des choses que je remarque lorsqu'il y a des inondations, ben, c'est des situations de blocage. Ça veut dire que tu as une situation de blocage, tu as des situations où il y a des inondations, puis tu as une tempête, 2 tempêtes, 3 tempêtes, 4 tempêtes, 5 tempêtes. Puis là, tu dis, c'est jamais, puis ça va arrêter. Non, ça va continuer jusqu'à temps qu'il y ait un effet de bascule. Après ça, tu t'en vas, tu as un changement, tu t'en vas, c'est juste. Je ne sais pas si on serait assez intelligents, les êtres humains, de s'en servir de façon stratégique. Qu'on commence à prendre des actions de prévention au début de la sécheresse parce qu'on sait que ça va durer. Exactement. On s'en reparlera une autre fois. C'est complexe. Mais c'est des vrais sujets. Et je vous parlerai d'un autre problème qu'on a en France, c'est que l'eau paye l'eau en France. Ça veut dire que c'est parce que vous consommez de l'eau que, eh bien, on va pouvoir payer tous les gens qui permettent d'avoir des tuyaux en bon état et d'avoir de l'eau dans notre robinet. Et moi, je me suis retrouvée, je vous donne juste cet exemple, avec des collectivités qui allaient se retrouver arrivées dans le mur, c'est-à-dire qu'il leur restait 15 jours pour tenir avant de ne plus avoir d'eau potable dans leur robinet, avant d'être obligés d'envoyer des camions citernes tous les jours. Et ces élus m'ont dit, j'ai dit, mais écoutez, c'est très simple, vous êtes en phase de crise,
vous allez proposer à toute la population des solutions pour économiser l'eau, des mousseurs pour les robinets, des réducteurs de débit de douche. C'est très facile de diminuer de 50% en quelques jours, distribuez-les gratuitement. Et il m'a dit, je ne peux pas, parce que si je fais ça, eh bien, je diminue par 2 la facture de l'eau. Et donc, si je diminue ça, moi, j'ai des marchés publics que je suis obligée de payer. Et donc, quand on arrive à ces non-sens-là, dans une phase où il y a des modifications tellement fortes, voilà, j'essaye de faire comprendre en France qu'il faut être lucide, qu'il faut être courageux et qu'il faut disrupter le système parce qu'on ne peut plus continuer avec ces prérequis. Mais merci en tous les cas pour votre écoute. Merci Bernard. Merci beaucoup, Emma. Emma, c'est un bel exemple aussi d'une scientifique qui monte au front et qui vulgarise, qui est présente partout et qui reçoit quelques claques de temps en temps. Mais c'est pas grave ça. Ça fait partie. Merci pour votre présentation très À très intéressante. bientôt. Au plaisir de t'accueillir pour vrai ici.